Bonjour. Alors, c'est moi qui vais avoir le plaisir de clore cette première journée fertile en réflexion de toutes sortes. Je remercie tous les présentateurs jusqu'ici. C'était très intéressant. J'espère qu'il vous reste un peu d'espace neuronal nécessaire pour la présentation. Nécessaire parce que, comme vous le voyez, la présentation va être en anglais. C'est-à-dire que les diapositives vont être en anglais et je vais traduire les diapositives. Et donc, comme mes capacités de traduction simultanée sont plus limitées à cette heure-ci de la journée, je vais peut-être référer un peu à mon texte aussi. Donc, mon nom est Pierre Pagé. Je suis de l'Université Laval. J'ai été formé à l'UQAM, par contre. Et donc, à l'automne passé, j'ai passé donc quelques mois, 5 mois, au laboratoire Ngaramatron de l'Université Simon Fraser à Vancouver, donc un laboratoire en neurosciences éducationnelles. Et avec le professeur donc, Campbell, nous avons convenu que je présenterais les travaux du doctorant Arda Simen à ce colloque. Travaux qui portent sur l'apprentissage des mathématiques, ce qui par ailleurs est assez loin de mon champ personnel, puisque moi je m'intéresse au développement des jeunes enfants et à l'éducation préscolaire. Mais je vais être capable, je pense, de faire un bout avec vous. Donc, pour changer, c'est ici. Ça. Oui, bon. Donc, je remercie aussi l'équipe de Patrick qui a très bien mis la table pour ma présentation. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a plusieurs façons de faire la science en neuroéducation. J'aimerais vous présenter ici une étude, je pourrais dire, micro-qualitative, donc une étude de cas, visant à mieux comprendre les processus de cognition et d'apprentissage. Cette étude implique l'utilisation simultanée d'une batterie d'instruments, dont des mesures physiologiques. Donc, je vais essayer de faire les diapositives sont assez explicites là, pour vous permettre de comprendre un petit peu la complexité de ce qu'on disait ici tantôt, c'est-à-dire l'intégration d'un ensemble de données. Donc, l'idée ici, c'est que le sujet a à apprendre un contenu nouveau en relation avec le théorème de la division, donc plus particulièrement avec les concepts de base connexes à la théorie élémentaire des nombres. L'inclusion et l'étude de données physiologiques se justifient par le modèle neurophénoménologique de l'inscription corporelle de la cognition de Varela. Peut-être que certains l'ont déjà entendu parler. Il y a Merleau-Ponty, bien avant qui en avait parlé, et naturellement Campbell, dans ses ouvrages, en parle aussi. Donc, ce modèle-là suggère que toute connaissance apprise se traduit par de la cognition corporellement inscrite. Si on est prêt à acheter ça, donc, dans la mesure où la cognition et l'apprentissage s'avèrent des phénomènes corporellement inscrits, notamment dans le cerveau, bien, il s'avère primordial d'enrichir les méthodes usuelles de recherche en sciences de l'éducation en ajoutant des mesures physiologiques. C'est un petit peu le cadre qui justifie donc d'inclure ce type de mesures-là en éducation, ce qui est un peu nouveau. L'UQAM fait un peu œuvre de pionnière à ce niveau-là. C'est la même chose avec le laboratoire de Campbell à Simon Fraser. Ce sont les premiers laboratoires au Canada là, en neurosciences qui sont intégrés dans des facultés des sciences de l'éducation. Le modèle conceptuel pour interpréter les données qui vont suivre, donc données relatives à la gestion et au contrôle métacognitif. C'est une adaptation donc, du modèle d'Eliot qui distingue d'une part la maîtrise et la performance et d'autre part l'approche et l'évitement. On intègre aussi dans ce modèle-là
les jugements auto-rapportés à propos des apprentissages résultant de la gestion métacognitive. Je vais référer à ces jugements-là. À partir de maintenant, je vais les appeler les JOL, puisque c'est ce que vous voyez ici. Fait que vous saurez que les JOL, c'est les jugements on learning, sur l'apprentissage. Okay? En passant, il y a un certain degré de parenté avec ce que Patrice nous a présenté par rapport au jugement concernant la certitude d'une réponse. Oui? OK, oui, c'est bien. Merci pour la pression. On est exactement dans les temps. Oui, c'est ça. Donc, pour opérationnaliser un petit peu là, ce modèle-là, pour la situation qui nous intéresse ici, là, nous interprétons plutôt que la paire maîtrise-approche ici représente de prendre du temps à réviser pour apprendre quelque chose que l'on juge par ailleurs n'est pas bien comprise. Un peu normal. Alors que la paire maîtrise-évitement représente de ne pas prendre le temps de réviser le contenu jugé par ailleurs être bien compris. La paire performance-approche implique de prendre le temps de mieux consolider le contenu que l'on juge par ailleurs bien compris, alors que la paire performance-évitement représente de ne pas prendre plus de temps pour réviser le contenu que l'on juge pourtant mal compris. En somme, si on regarde ça, la maîtrise et la performance représentent la motivation intrinsèque et extrinsèque, respectivement, alors que l'approche et l'évitement représentent de prendre ou de ne pas prendre le temps de réviser un contenu à apprendre. Notre participante est une future enseignante, donc en formation des maîtres, avec de bonnes compétences linguistiques en anglais et sans exposition préalable au contenu faisant l'objet de l'apprentissage. Comme je l'ai souligné, cette étude implique un ensemble de données. Nous allons nous concentrer plus particulièrement dans cette présentation-là sur l'étude du contenu, les moments où le sujet faisait des auto-rapports par rapport à ce contenu, donc par rapport à son apprentissage de ces contenus, et finalement les révisions du contenu. Ça va être plus clair tantôt, vous allez voir. L'acquisition de données, donc je vous l'ai dit, c'est une approche multimodale de cueillette de données pour documenter donc, les différentes étapes qu'on vient de parler, donc étude, auto-évaluation et révision face au contenu à apprendre. Donc, les différentes mesures génèrent des données pour l'audiovisuel, la capture d'écran, le pistage de l'œil, la capture de clavier, y compris les clics de souris, et en accord avec notre perspective théorique, donc un ensemble de données physiologiques, l'électroencéphalographie, l'électrocardiographie, l'électrooculographie et la respiration. Alors, vous voyez, ça s'anime, là, Bien, ça s'anime, mais ça représente exactement la complexité qui est impliquée ici. Donc, je vais passer là, à vous décrire cette figure-là parce qu'elle est quand même assez importante. Donc, elle représente les défis de la synchronisation temporelle d'une multitude de mesures qui ont chacun un cadre temporel différent. Okay? C'est un peu ça le grand défi. Ça, c'est fait comment? C'est fait, comme mon collègue l'a mentionné, je pense qu'il vient d'acquérir ce logiciel-là. C'est donc le logiciel Noldus Observer XT qui va aider à faire ce travail-là. Nous nous sommes appuyés notamment sur le calibrage simultané de l'audiovisuel, du pistage de l'œil et de d'autres données afin de nous assurer justement de sélectionner les bons moments pour les données physiologiques. Il faut que tout ça converge pour qu'on soit sûr que ça veut dire quelque chose. Donc, si on regarde dans la partie en haut à gauche de la diapositive, ça représente les données du pistage de l'œil en rouge, superposées à la capture de l'écran du contenu à apprendre. Ça nous permet de voir exactement ce que le sujet regarde à tous les moments.
Au milieu de la partie supérieure de la diapositive, là, on retrouve une intégration de 3 types de données observationnelles. Donc, les caméras qui à tout moment, observent ce que le sujet fait. Et finalement, en haut à droite se trouvent les données de l'électroencéphalographie. Finalement, en bas, vous avez un ensemble de données physiologiques. En haut, une sélection des données EEG. Ensuite, l'électrocardiographie, la respiration, la voix et finalement les taux cardiaques et battements par minute. Donc, je pense que cette diapositive-là est très explicite au niveau des défis. Et vous comprendrez qu'avant d'aller avec plusieurs sujets, là, vous comprenez un petit peu l'idée d'étude de cas ici. Donc, notre sujet a à apprendre un contenu thématique qui s'appuie sur les concepts de base de la théorie élémentaire des nombres relatifs au théorème de la division. Donc, le contenu à apprendre est composé de 6 pages. Vous voyez ici la 2e page. Les différents aspects du contenu sont segmentés en 3 catégories. Les aspects qui comportaient sur les calculs numériques, les aspects axés sur les compréhensions conceptuelles, les aspects qui mettaient l'accent sur le raisonnement déductif. Finalement, ce que ça implique, c'est qu'une fois que la participante se montre satisfaite de son étude du matériel, on lui demande de s'exprimer sur divers aspects du contenu, comme on peut le voir ici. Donc, par un clic, le sujet peut dire s'il a très bien ou mal compris l'aspect qui est visé. Okay? Donc, c'est ce que le sujet va venir cliquer. C'est ce qu'on va appeler les JOL, hein, ce que je vous ai, jugement par rapport à l'apprentissage. Donc, cette vidéo ici, le prochain, oui, ça illustre vraiment ce que le sujet fait. Hein, vous voyez qu'il va aller cliquer. Donc, à mesure qu'il voit l'aspect, il va cliquer. Il porte son jugement sur ce contenu d'apprentissage. Les résultats. Au total, il y a eu 35 JOL de produits par le sujet. La participante a évité les parties du contenu impliquant les calculs. Vous vous rappelez qu'il y avait calcul, compréhension, raisonnement. Donc, calcul, non. Tous les JOL marqués par la participante en tant que pas bien appris impliquaient des calculs. Par ailleurs, la participante a déclaré qu'elle a très bien appris la plupart des parties de compréhension, tout en rapportant qu'elle avait très bien ou bien appris la plupart des parties référentes au raisonnement. La participante a passé moins de temps sur les éléments de calcul qu'elle ne l'a fait pour les éléments de compréhension et de raisonnement. Conséquemment, en lien avec notre cadre conceptuel, la participante peut être classifiée comme ayant une orientation caractérisée par la performance-évitement à l'égard du calcul et une orientation maîtrise-approche à l'égard de la compréhension et du raisonnement. On passe à la prochaine. Je vais, si vous le voulez, là, je vais manquer de temps, je vais sauter. Bien, ici, on a des résultats physiologiques, là, puis on parlait d'émotions tantôt. Là. Bien, avec ça, c'est des indications. Hein. On peut voir que, par exemple, par rapport à la partie de révision, le sujet était un peu plus calme que dans la partie d'étude. Donc, on a quand même des données physiologiques là, qui nous permettent de voir ça. Et on n'aura pas le temps de faire ça, donc je vais aller immédiatement aux données EEG. Aux résultats plutôt des données EEG. Bon. Donc, je vais surtout me centrer sur les aspects 2 et 3, malgré que ce sont des analyses qui sont encore en cours. Ce que je vais vous démontrer à partir de maintenant, c'est plus à titre d'illustration, hein, à titre d'exemple de ce qu'on peut faire avec ce genre de données. Donc, l'aspect 2 suggère que des différences dans l'EEG dans les moments où le sujet est caractérisé par une maîtrise-approche par rapport à une performance-évitement. Aussi, des différences dans l'EEG en ce qui concerne les parties à apprendre impliquant le calcul, la compréhension et le raisonnement. Oui. Bon, je pense que je suis allé un petit peu trop vite. C'est ça, je vais aller plus vite, c'est normal, là, parce que je sens la pression. Donc, comment analyser les données EEG?
Bon, la plupart des observations durent jusqu'à 1 heure. Ça ne ferait aucun sens d'analyser cette heure-là. Donc, il faut sélectionner. Comment sélectionner? Bien, c'est ici que l'approche qui est basée sur l'observation exhaustive du phénomène, c'est-à-dire notamment des données observationnelles, va nous permettre d'aller sélectionner des moments intéressants pour étudier le G. Hein? Donc, les prochaines diapositives vont être plus claires par rapport à ça. Si on regarde ça, donc on se rappelle qu'on a déjà un ensemble de données. Je vais passer ça parce qu'on l'a déjà vu. Bon, ici, c'est très intéressant parce que ce que ça nous permet de voir, c'est que la participante a évité les opérations de calcul. Il y a eu 3 secondes où, là, vraiment, là, il y a eu un évitement par rapport aux opérations de calcul, puis vite, on s'est en allé sur les autres aspects, hein, qui sont plus de la compréhension conceptuelle et du raisonnement. Bien, ces 3 secondes de données-là nous intéressent. C'est ça qu'on va sélectionner d'analyser. Donc, on a utilisé, si on veut, un petit peu les comportements pour aller analyser ça. Donc, maintenant, comment analyser les données G? Bien, vous avez deux approches. L'approche dite orientée par les données, alors que l'autre est orientée par les hypothèses. Peu importe, les analyses préliminaires, bon, écoutez, là, je n'ai pas le temps d'aller là-dessus. C'est clair, là. Je pense que je ne sais pas combien de temps qu'il me reste, là. Bon. Fait que donc, on a déjà parlé de l'analyse de source et de l'analyse spectrale. Ça, c'est très technique et je vais passer cet aspect-là. Si vous voulez que je revienne aux questions, je reviendrai. Mais je pense que ce n'est pas ça, vraiment, qui est intéressant ici. C'est de dire que là, on va sélectionner, hein, à travers les données. Donc, vous voyez, on a commencé avec des données, il y en avait 64, hein? 64 qui étaient les données correspondantes aux électrodes sur le cuir chevelu. On se retrouve avec 15 données suite à un traitement analytique, 15 données qui représentent différentes parties du cerveau. OK? Donc, toutes ces données-là. Et là, on va choisir un segment d'intérêt. Ici, le segment est en jaune, c'est nos 3 secondes. OK? Donc, ça, je vais passer ça. Je vais en passer beaucoup. Donc, oui. La spectrale analysis, on l'a vu. Bon. Peut-être ici, je vais m'arrêter ici, d'une approche centrée sur les données. Ici, dans le petit carré rouge, ce que vous voyez ici, c'est donc un moment particulier. Et ça se passe sur, là, je me retrouve dans mes notes, là, parce que je vais vous avouer, bon, c'est ici, je n'ai pas assez beaucoup. Hein. Donc, ça ici, ça se retrouve, c'est une explosion d'énergie dans la gamme alpha, dans la région occipitale du cortex visuel. Ce qui est intéressant, c'est que si on met ça en relation avec d'autres données de ce laboratoire-là, normalement, les sujets vont avoir ce genre de réaction-là quand ils sont devant un écran blanc, OK? Avec les yeux ouverts. Donc ici, là, c'est notre sujet qui essaie d'éviter, hein, les calculs mathématiques. Fait que donc, l'idée, c'est peut-être d'intégrer ces deux types d'observations-là, puis dire que l'évitement des calculs par notre participante s'apparente peut-être à une forme d'aveuglement intentionnel par rapport à la tâche à faire. Mais bon, oui. Une autre façon, est-ce que j'ai encore le temps un peu? Je vais aller tout de suite ailleurs. Je vais aller à dire où on s'en va avec ça. Naturellement, comme vous voyez, là, c'est... Je m'excuse hein, d'avoir pris un peu plus de temps, là. Mais vous dire qu'il va y avoir d'autres phases dans cette étude-là. Moi, ce que j'ai voulu vous démontrer un petit peu, c'est plus le processus d'acquisition des données, la complexité qu'il y a au cours de ça. Et c'est sûr que ces données préliminaires vont devoir être validées avec plus de données du même sujet et après ça, avec des données de d'autres sujets. Le protocole que vous avez vu ici, il y a déjà beaucoup de sujets qui sont passés dans ce protocole-là. Maintenant, c'est d'analyser cet ensemble de données. Merci.